Donc, hop, parfait, on enregistre pour si jamais il y en a qui voulaient voir en replay. Donc, l'appel à candidature, il est ouvert à tous, donc n'hésitez pas. On a déjà eu quelques candidatures. Il, il y a différentes parties. Donc, l'idée, c'est de répondre en premier, donc les coordonnées, la présentation de la structure, qui accueille la maison mi-jour, parce que généralement, c'est une structure déjà existante. Comme je vous l'ai dit, parfois, dans nos pilotes, il y a un tiers-lieu qui est ouvert, donc il y a la partie tiers-lieu et la partie maison mi-jour. Il y a un réseau de crèches, donc il y a les crèches et à côté les maisons mi-jour. Il y a des villes qui portent le dispositif, un lab. Voilà, donc il y a forcément une structure autour. Et en plus, à l'intérieur, ils mettent la maison mi-jour. Enfin, à l'intérieur. Donc la présentation un petit peu de façon globale de la structure qui va porter la maison mi-jour. Et après, la présentation du projet, donc c'est vraiment votre projet de maison mi-jour. Après, on aimerait savoir aussi tout ce qui est par rapport à l'équipe, donc le facilitateur ou la facilitatrice qui sera en charge justement de toute cette partie maillage territorial et mise en place de groupe des pairs. Et bien sûr, vos motivations pour comprendre aussi pourquoi nous, comment est-ce que vous nous avez connus et si vous rentrez bien en résonance et si les 4 étapes vous parlent, sur quels besoins aussi, si vous pouvez nous dire, voilà, sur la partie impact, j'ai vraiment besoin d'être accompagnée, sur la partie diagnostic aussi. Donc, nous, on sait aussi un petit peu où on peut mieux vous accompagner, sur quelle partie. Et vu que c'est un accompagnement individuel, bien sûr, on s'adapte vraiment au porteur de projet. Après, il y a aussi donc, un accompagnement individuel, mais on essaye aussi de créer cette communauté entre tous les porteurs. Donc, on fait des réunions assez fréquemment à thème pour les porteurs de projets pilotes, donc pour le moment, où la dernière, c'était sur les financements. Là, dans 3 semaines, on a sur le maillage territorial. Donc, en fait, on fait des réunions à thème aussi, mais ils sont libres de participer ou non, hein, encore une fois. Mais voilà, donc on a ce double accompagnement et individuel et en groupe qu'on essaye de créer aussi. Et du coup, ils ont pu tisser des liens entre eux et ils s'entraident beaucoup. Ils s'entraident beaucoup, donc parfois ils animent les réunions même sans nous. Voilà. Donc, pour vous faire une petite vue globale du planning de 2023. Donc là, comme vous savez, donc, il y a l'appel à candidature jusqu'au 27 février. Donc nous, après, en interne, on va pouvoir sélectionner les projets on se laisse jusqu'à mi-mars. On vous donnera une date plus précise une fois qu'on aura mobilisé les équipes. Et après, on se laisse un mois à peu près pour signer la convention. Donc, c'est la première étape avec un petit peu tout ce que je vous ai expliqué, la vision de l'association, des maisons mi-jour, l'accompagnement et tout ça. Une fois que la convention est signée, on démarre. On démarre direct, donc avec le diagnostic territorial, où là, on vous laisse quand même plusieurs mois pour le faire. Donc, on a le guide méthodologique qui va vraiment vous permettre de structurer tout votre diagnostic. Et nous, en parallèle, on va pouvoir vous accompagner aussi à comment le déployer sur le territoire. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir commencer à mettre en place aussi les comités de pilotage avec tous les partenaires dont nous, on fait partie aussi. On a pu se déplacer dans plusieurs maisons mi-jour pour le premier comité de pilotage. Donc, il y avait je pense, un des porteurs de projet où il y avait la CAF, la région, l'ARS, la maternité. Voilà. Donc, le premier comité de pilotage qui permet de lancer un petit peu le projet avec tous les acteurs du territoire et qui, du coup, ont permis aussi aux maisons pilotes de pouvoir avoir une bonne base de données pour mettre en place le diagnostic. Donc, l'idée du diagnostic, c'est qu'il se termine à peu près en septembre, parce que la formation du facilitateur commencerait, comme je vous l'ai dit, fin 2023. Voilà. Donc ça, c'est pour le rétro-planning de 2023, prévisionnel, bien sûr. Alors maintenant, alors je te laisse dire, vu que je ne vois pas les participants, mais je te laisse me dire si déjà il y a des questions. Je vais commencer par répondre aux questions qu'on a eues déjà par mail. Ouais, je pense, Mélanie, que tu peux commencer à déjà répondre aux questions qu'on avait notées. Et après, moi, je te transmets les questions qui sont dans le chat. Ok, super.
Et tu me dis aussi si jamais Nathalie vient, parce que je ne vois pas. Nathalie est connectée. Ah, super. Bah, peut-être avant de passer aux questions, je ne vois pas, Nathalie. Je vais peut-être arrêter l'écran. Si Nathalie voulait dire un petit mot. Ah, Merci, voilà. Lani. Avec plaisir, souhaiter la bienvenue à toutes. Je ne sais pas s'il y a des hommes dans la communauté. J'ai pas l'impression. C'est vraiment à l'image de notre métier, de nos métiers, hein. Vous souhaitez la bienvenue. Remercier la belle équipe de vous faire cette présentation aujourd'hui, en particulier Mélie et Mélanie, qui ont beaucoup œuvré pour que toute cette partie ingénierie de projet soit absolument simplifiée au bénéfice de la qualité pour les premiers concernés, qui sont bien sûr les enfants, et puis les familles, mais aussi les professionnels, parce que là, on est à l'aube de la création d'un nouveau métier. La prochaine étape, ça va être de créer un code ROM du métier de facilitateur de la relation avec dans la petite enfance. Et voilà, on est des pionniers dans l'histoire depuis la proposition que j'ai faite dans le rapport des 1000 premiers jours. Et on sent à quel point ça mobilise, et parce que ça correspond à un besoin. Et ça, on s'en rend compte dans chaque réunion. Les 1000 jours, on sait que c'est lié à la nécessité d'agir tôt. Et ça, nous tous professionnels, on est tout à fait en ligne avec ça. Et puis le projet, il est facile, il est agile à mettre en place. Donc ça rassemble beaucoup d'engouement, et tant mieux. Merci d'être là. Moi, j'ai rien de plus à ajouter, Mélanie. Merci de m'avoir laissé la parole, mais surtout, je vous laisse dérouler. Puis comme il y a eu beaucoup de questions, et il y en a une aussi qui est arrivée tout à l'heure dans le chat, est-ce qu'on peut quand même répondre si on n'a pas de lieu existant? Voilà. Oui. Ouais, j'ai noté toutes les questions. On va les faire dérouler après. C'est super. Merci, Mélie. Ben, Nathalie, si aussi vous voulez compléter dans mes réponses, hein, n'hésitez pas. Parce que comme je le disais au début, c'est aussi, je parlais de l'Australie et tout ça, j'ai un petit peu introduit enfin, voilà, d'où vous est venue cette idée folle. Ouais, c'est sûr que toutes les idées comme ça qui émergent dans le champ du social, c'est un peu des idées folles, parce qu'on n'a pas l'argent. On a les idées, mais on n'a pas les fonds. Mais bon, maintenant, les pouvoirs publics, ils sont vraiment picousés, hein, et je pense qu'ils vont venir les uns après les autres, parce qu'ils voient à quel point ce dispositif est un maillon de la chaîne de prévention précoce, et les premiers résultats sont vraiment très prometteurs. Donc c'est chouette. Je ne suis pas sûre d'avoir à compléter, mais si besoin, je suis là. Merci Mélanie. Alors, donc du coup, si je reprends les questions, donc on avait la question, est-ce que c'est possible de répondre à un appel à candidature sans passer par Google Form? Alors en fait, nous, on utilise Google Form pour pouvoir recenser toutes les demandes. Et du coup, on fait toutes les deux avec Nelly à travailler sur la sélection des candidats. Donc en fait, ça permet vraiment à toute l'équipe de l'association de pouvoir recenser. Donc c'est plus simple pour nous si vous passez par Google Form. Après, si vous avez des soucis pour y répondre, ou vous n'avez pas accès, n'hésitez pas à nous envoyer un mail. Voilà. Mais l'idéal, ce serait de passer par Google Form pour que tout soit centralisé avec le reste de l'équipe. Ensuite, j'avais une question par rapport à est-ce que c'est possible de participer à la formation facilitateur sans bénéficier de l'accompagnement d'ensemble pour la petite enfance. Alors pour le moment, vu que comme je l'expliquais, on est dans une phase d'expérimentation, on passe par ces 4 phases d'accompagnement. Donc on ne peut pas faire la formation sans avoir l'accompagnement global, parce que comme vous l'avez compris, la formation on vous forme aussi au maillage territorial, à la culture d'impact. Donc, en fait, ce n'est pas que des connaissances sur les 1000 jours. Mais donc, si par contre, vous voulez juste vous former, là, vous pouvez vous tourner plutôt vers le DU. Donc, le DU Ali dont je vous ai parlé. Mais voilà. Mais pour l'instant, nous, la formation, peut-être que ça changera dans quelques temps, mais pour l'instant, la formation est vraiment comprise dans l'accompagnement de l'association. Il y avait en plus une question sur les porteurs de projets, est-ce que ça peut être une personne seule? Oui, tout à fait. On a des porteurs de projets qui sont
seuls dans l'initiative, mais par contre, attention, ils travaillent avec les partenaires du territoire. Et là, on insiste vraiment dessus, où le maillage territorial est très important. Et vous allez nous entendre radoter là-dessus pendant les 3 ans d'accompagnement, où le maillage territorial est un prérequis. Donc, vous pouvez être seul au début à porter le projet, mais après, vous n'allez pas être seul parce que vous allez travailler avec tous les partenaires du territoire. Nathalie, vous voulez compléter? Oui, juste dire que c'est un dispositif qui a vocation à être accompagné par la recherche parce que c'est un nouveau maillon de cette chaîne de prévention précoce et que ça nécessite nous, en tout cas, l'association, de rester en dialogue permanent, de faire cette analyse de données d'impact externe. Donc, on veut être garant vraiment de cette mécanique de qualité et de récupérer pour nous tous des impacts importants sur le parcours des enfants. Et il y a 2 universités qui s'adossent au dispositif, qui sont l'université et le CHRU de Lille, mais aussi l'université de Bordeaux, avec 2 recherches qui vont être très complémentaires les unes par rapport aux autres. Donc, j'entends bien, est-ce qu'on peut passer... Vous pouvez toujours réaliser votre maison des 1000 jours et sans pour autant adhérer au dispositif complet. Mais il est lié à la formation, il est lié à ce recueil d'impact. Il faut arriver tous ensemble à convaincre les pouvoirs publics que ce dispositif est un dispositif de qualité, pas commercial, d'intérêt général et qui engage la qualité dans la durée. Voilà. Donc, on l'a pensé comme ça et on l'a co-construit avec les bénéficiaires, avec beaucoup de partenaires, vous l'avez vu. Mais il est toujours possible de faire autrement si vous le souhaitez. Oui, c'est pour l'instant, ouais, on est vraiment dans l'expérimentation, donc c'est un dispositif assez malléable, flexible, et puis on est vraiment dans la qualité aussi, donc on est dans l'individualité aussi et on s'adapte en fonction des demandes, mais pour l'instant, pour pouvoir avoir une cohérence aussi dans la recherche, on inscrit les porteurs de projets dans cette dynamique. Et comme je le disais, ça crée aussi des liens entre eux et c'est vraiment ce mouvement national qu'on essaie aussi de mettre en place pour pouvoir que en fait nous après ça roule tout seul en fait que comme vous disiez Nathalie qui est une maison qui après en ouvre une autre et une autre et une autre donc voilà. Dans le chat, Mélie, est-ce que tu veux me lire les questions que tu as notées? Ouais, c'est parti. Donc, on avait une première question. Est-ce possible de répondre si on n'a pas encore de lieu existant? Oui, vous pouvez répondre. Vous pouvez répondre si vous n'avez pas encore identifié de lieu. Après, c'est à voir si vous n'avez pas du tout d'idée ou voir dans quelles étapes vous êtes. Si par exemple, vous n'avez pas encore de lieu, mais que par contre, vous êtes en contact avec la CAF, avec la ville et que le lieu peut se trouver assez facilement, au contraire, il ne faut pas hésiter à postuler parce que vous avez déjà un bon maillage territorial. Donc vous pouvez postuler sans souci. On a une autre question. Qui finance les maisons des 1000 premiers jours? Ah, la grande question. grande question. Bah oui, l'argent, le nerf de la guerre. Pour nos maisons pilotes, on a différents modèles. On a vraiment différents modèles. Comme je le disais, il y a des maisons qui sont portées par la ville. Donc, du coup, c'est la ville qui va financer. Pour Arras, on sait que c'est la CAF qui finance à 80% le poste de Aline, la facilitatrice. Sinon, pour les autres maisons, elles répondent à des appels à projets. Donc, vu qu'elles sont encore en phase, elles ouvrent en septembre, et vu qu'elles sont encore en phase de diagnostic et tout ça, justement, c'est pour ça qu'on s'est beaucoup déplacé parce qu'elles ont mis en place leur premier comité de pilotage. Donc, nous, on vous conseille de pouvoir le mettre un peu plus tôt que ce qui a été fait pour les pilotes pour pouvoir mettre en place un comité de pilotage dès le début. Il faut faire un pré-diagnostic, mais bon, ça, on vous donnera plus de guidance là-dessus. Un pré-diagnostic pour ensuite mettre en place un comité de pilotage. Et donc là, il y a pas mal de comités de pilotage qui donnent suite à des fonds publics qui ont pu financer
au moins mi-temps. Dans tous les cas, la facilitatrice, parce que pour l'instant, on n'a que des femmes. C'est pour ça que voilà. Mais je crois que la prochaine formation, on a des hommes. Donc, on va pouvoir dire facilitateur maintenant. Mais c'est vrai que pour l'instant, donc, les facilitatrices, pour le moment, sont pas à temps plein. Vu que les groupes, c'est une fois toutes les 2 semaines. C'est vrai que du coup, elles font ça en parallèle de leur fonction. Donc, dans les profils, on a vraiment aussi de tout. On a infirmière puère, on a éduc, on a médecin de péri, on a sage-femme. Ouais, je crois que en tout cas, la première fois, c'était les profils. Donc, voilà, pour les financements. Ouais, Nathalie, si vous voulez compléter pour les financements. Et sur les financements, quand on s'est lancé dans le dispositif, c'est une proposition qui a obtenu l'unanimité dans le cadre de la commission des 1000 premiers jours. Donc rapidement, on a cherché des partenaires. Il y a une fondation dans l'éducation, une grande fondation internationale qui nous accompagne. Et c'est grâce à ça qu'on peut mettre en place du financement pour les porteurs de projets. Donc, on est parti avec ce bagage-là. Et là, les départements, les ARS, les CAF, la DRETS assurent maintenant des cofinancements sur cette partie-là, étant donné qu'il n'y a pas de frais d'investissement a priori, parce qu'il n'y a pas besoin de construire un bâtiment. Le maillon, il s'installe où il est nécessaire. C'est plus des coûts de subvention, de fonctionnement. Et là, il y a vraiment un engouement de l'ensemble des partenaires publics qui vont abonder. Et là, ce qu'on a observé jusqu'à maintenant, c'est que le salaire du facilitateur, il est rémunéré par les CAF, par les départements. Et le reste est assuré par des fonds publics privés. Et c'est de plus en plus facile de monter une maison des 1000 jours. Pour tout vous dire, à Arras, quand on a monté la maison, Françoise et moi, on était facilitatrices volontaires, complètement bénévoles. Et il fallait faire une démonstration. Françoise l'est toujours. Moi, je suis moins à Arras. Et depuis, la CAF rémunère 100% du salaire du facilitateur. Voilà. Donc, on a avancé de cette façon-là et on se rend compte que c'est beaucoup plus structuré pour les porteurs de projets et qu'il y a des lignes budgétaires maintenant. Il faut répondre sur vos territoires aux appels à projets. Et ce que souhaite le ministère, c'est qu'il y ait un maximum de professionnels référencés autour des 1000 premiers jours. Donc, il y a des financements adéquats. Ouais, super, merci. On avait ensuite pas mal de questions qui se recroisent sur les lieux, sur les structures qui peuvent accueillir, quel type de locaux peut accueillir les groupes de pairs, est-ce qu'il y a des normes spécifiques et est-ce que ça peut se faire en pleine nature? Je te laisse répondre, Mélanie. Nathalie, oui. On a fait un voyage d'études en Norvège. L'association a organisé ça en juin dernier. Et les maisons de 1000 jours en nature, on a pu en visiter une en Norvège et oui, bien sûr, dans la nature. On n'en a pas encore. On n'a pas eu porteur de projet. Mais sinon, pour les lieux, en fait, l'idée, c'est que ce soit dans un lieu existant. C'est pas, c'est pas reconstruire une maison, comme je le disais, mais c'est un lieu existant. Donc, ça peut être, je vois, se servir des locaux de la crèche. Oui, bien sûr, bien sûr. Nathalie. Normalement, il devrait y avoir un projet en Bretagne sous une yourte. Et on a un deuxième projet à Saint-Malo, dans un terrain de la ville qu'on est en train de demander et pour installer une cuisine pédagogique dans la nature avec un jardin associé à un jardin pédagogique, un jardin potager. Voilà, donc oui, c'est très, très, très important de lier le besoin de nature chez les enfants et la réunion de la famille et de la continuité de la pérédance dans ces lieux-là. Ouais, super important.
J'espère qu'on a répondu. Je ne sais pas s'il y avait des questions plus spécifiques par rapport à ça, mais sinon, oui, dans tout lieu existant, vous pouvez... voilà. Après, c'est à étudier. Enfin, voilà, on a eu les 13 premières maisons demi-jour, donc on n'a pas eu des candidatures avec des projets un peu farfelus, mais en tout cas, dans tous les cas, vous pouvez nous présenter le projet et puis voir comment ça peut se faire et nous, comment on peut vous accompagner. En fait, c'est votre projet et puis nous, après, on est là dans l'accompagnement de qualité. Donc après, à voir aussi comment on peut travailler ensemble. J'ai une question sur l'appel à candidature, la page 4, la question sur le nombre de personnes concernées. Si vous n'avez pas encore la réponse pour une question, vous pouvez la passer, tout simplement. Si vous n'avez pas identifié ça, c'est dans le pré-diagnostic. Je ne sais plus si c'est le nombre de personnes que vous allez impacter ou si c'est le nombre de personnes. Oui, c'est ça. Ah oui, c'est Madame Lamotte. C'est si vous faites un pré-diagnostic dans le sens où vous dites, voilà, je veux mettre ma maison de mi-jour dans un lab, par exemple. Aujourd'hui, il y a tant de parents qui participent, sauf que moi, je veux travailler à côté avec la maternité qui est à 3 rues. Je vais travailler avec les associations locales. Voilà. Donc, en fait, on ne vous demande pas un chiffre exactement précis, mais c'est faire une estimation en fonction du pré-diagnostic que vous faites sur votre territoire, de dire combien de personnes, de par la communication que je fais suite à mon diagnostic, je pourrais impacter, combien de parents pourraient bénéficier de la maison et du coup combien d'enfants, sachant que dans les groupes, hein, et c'est vrai que j'ai pas assez insisté là-dessus, c'est les parents viennent avec leur bébé. Donc j'ai dit du même âge, mais ils viennent avec leur bébé. Et en fait, les bébés, ce qu'on fait à Arras, c'est du coup ce qu'on encourage aussi à faire dans les autres maisons, c'est les bébés donc sont au milieu du cercle. Et en fait, on parle vraiment de l'observation du bébé. Et c'est là qu'il y a des sujets qui ressortent. En fait, on a Françoise, malheureusement, elle peut pas être là ce midi, mais elle nous dit à un moment, voilà, il y avait un papa qui est venu au groupe. Et puis en fait, il observait son enfant et puis il disait, ah, bah, c'est la première fois que je viens sur ma femme et tout ça. Et puis là, il dit, en fait, moi, c'est un peu dur, j'ai hâte de retrouver ma femme, quoi, parce que j'ai l'impression que depuis que le bébé est arrivé, bah, j'ai plus de temps avec elle, et voilà. Et en fait, contrairement à des ateliers thème du jour, nous, les groupes de pairs, c'est pas du tout ça. On n'arrive pas avec un thème, on part vraiment de l'observation des bébés, et à partir de là, ben, justement, c'est encore plus fort, parce que du coup, quand le papa a dit ça, les mamans du groupe ont réagi. En fait, du coup, il y a eu des discussions passées pendant le groupe. Alors que si on arrivait avec des ateliers à thème, qui est possible de faire, hein, la plupart des maisons ont à côté des ateliers à thème, mais ça, c'est pas nous sur la question sur laquelle on accompagne. Nous, on accompagne vraiment sur la mise en place des groupes de pairs. Donc ça, c'est à vous de voir si à côté, vous voulez mettre des ateliers en plus ou voilà, en fonction de ce que propose votre structure. Mais le plus important dans nous, ce qu'on propose et sur lequel on vous accompagne, c'est ces groupes de pairs où on met les bébés au milieu et on part de l'observation des bébés pour pouvoir justement libérer un petit peu la parole. Voilà. Donc ça, c'est important quand même de revenir dessus. Mélisse, parce que je vois que on a plusieurs questions au niveau du financement. Est-ce qu'on peut préciser le coût du financement de la formation et le financement de l'accompagnement? Ouais. Alors, donc la formation, elle est à 1 200 €. Donc, beaucoup ont pu se faire rembourser par leur OPCO, parce que du coup, on a été certifié Calliope. Donc, du coup, il y a une possibilité de remboursement de la formation. Donc, ça, c'est plutôt chouette. Ou de leur... ça dépend de votre statut. On avait une personne qui était à Pôle emploi et qui, du coup, a pu se faire rembourser. Voilà. Donc, ça, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions sur le remboursement, parce qu'on a un organisme de formation et du coup, une personne super calée. Moi, j'avoue que je ne connais pas trop en tout ça, mais une personne qui pourra vous renseigner si vous ne savez pas si la formation peut être remboursée ou pas. N'hésitez pas à nous contacter et moi je vous mettrai en contact avec Christine et Marine, les responsables de la formation. Et pour l'accompagnement, alors ça vous avez dû le voir donc, dans l'appel à candidature.
ce qu'on a convenu avec l'équipe, c'est que l'accompagnement, en fait, c'est une tranche donc, entre 1000 et 5000 pour la première année. Pourquoi c'est une tranche? Parce qu'on a une association déjà et que l'objectif, c'est de pouvoir accompagner tous les porteurs de projets en fonction de leurs ressources. Donc, en fait, c'est pour ça qu'on vous pose, il y a une partie financement aussi pour vous demander concrètement aujourd'hui comment vous fonctionnez. Et en fonction de ça, nous, on pourra analyser le coût. Ça, c'est la partie, on a 4 pôles pardon, à l'association, et ça, c'est la partie financière de l'association qui va analyser ça. Nous, on va plus analyser la partie pédagogique et du projet. Mais voilà, donc en fait, la manière dont on a convenu, c'est une tranche entre 1000 et 5000. Et après, ce sera en fonction des ressources du porteur de projet. Ça, c'est pour la première année. Et forcément, du coup, la deuxième année et la troisième année, vu que l'accompagnement est vraiment plus intense, entre guillemets, la première année, les deuxième et troisième années, le coût sera inférieur, bien sûr, à la première année. Donc, dégressif. Voilà. Donc, je ne peux pas vous donner de prix fixe parce que ça se fait vraiment au cas par cas en fonction des ressources de chacun et des possibilités. Voilà. On a plusieurs questions sur je dirais, la nature des personnes qui peuvent proposer leur candidature. Alors, est-ce qu'on peut proposer si on est associatif? Est-ce que ça peut être proposé dans le cadre des CPTS, donc Communauté professionnelle territoriale de santé? Et également, est-ce qu'on accompagne des collectivités territoriales comme les villes? Est-ce compatible avec la CTG? Beaucoup de questions. Oui, oui. On accompagne privé-public. Donc vraiment, en fait, c'est ça qui est super avec le dispositif, c'est que pour l'instant, il est très ouvert. Donc n'hésitez pas à postuler. Si vous avez le projet, que ce soit du privé, du public, les candidatures seront étudiées. Et ouais, Nathalie. CTG, c'était le cas à Arras. Oui, ouais, c'est vrai. Donc, ouais, on a vraiment, dans nos porteurs de projet, tout type de structures qu'on accompagne. Ouais. J'ai vu qu'il y avait aussi des tiers-lieux, tout ça. Donc, je le fais aussi. Et vous redire que l'association intervient au niveau national, on est d'intérêt général. Donc, nous, tout ce qu'on reçoit, on le flèche pour les bénéficiaires. Hein. Oui, c'est important. On n'est pas un organisme de formation privé qui gagne beaucoup d'argent. Mais on est certifié Calliope. Oui. Ouais, Et ouais. normalement, ça doit rentrer dans le CPF, hein, le compte de formation des particuliers. Non, pas cette formation-là. Ah, celle-là? C'est sûr? Oui, Christine. D'accord. Ok. Bon, voilà. En fait, vous avez vraiment, nous, l'accompagnement qu'on propose, on c'est ensemble pour la petite enfance. Et après, vous avez la formation en parallèle. Et donc là, on vous mettra en contact avec nos collègues de la formation qui sont ensemble pour la formation. Donc, la formation fait partie de l'accompagnement, mais l'accompagnement, du coup, est dirigé par l'association. Et donc, ensemble pour la petite enfance. On a 2 autres questions par rapport à la formation de facilitateur et au rôle de facilitateur. Alors déjà, où se déroule la formation et combien de facilitateurs par projet? Alors, la formation, pour le moment, après, on est ouvert aussi à décentraliser en fonction des demandes. Mais pour le moment, elle se fait à Paris. Donc, on a conscience que c'est aussi un coût pour la formation. C'est pour ça, n'hésitez pas à revenir vers nous parce qu'on sait qu'il y a des parties, il y a aussi des... Enfin, voilà, si la formation peut être remboursée, ça réduit un petit peu les coûts. Et le nombre de facilitateurs dans les maisons, et bien écoutez, ça c'est encore une fois très, très flexible. On a un porteur de projet où il y en a 4 qui veulent se former, et il y en a où elles sont seulement une seule ou 2. Donc voilà, c'est pas fermé. Après, c'est vrai que nous on recommande d'être quand même 2 facilitateurs. Parce que tout dépend de combien de groupes vous voulez mettre en place, en tout cas la première année. Mais généralement, vu que le facilitateur, c'est vraiment quelqu'un qui est dans l'écoute active et va pas du tout avoir cette posture de donner des conseils. C'est grâce au maillage territorial que c'est vraiment un accompagnement de groupe.
Donc après, si à côté, vous êtes, je sais pas, infirmière puère et du coup, vous faites des consultations, ok. Mais là, vous remettez votre casquette d'infirmière puère, pas de facilitatrice. La facilitatrice, si par exemple, elle voit qu'il y a un parent qui a besoin d'aller plus loin dans l'accompagnement, d'avoir quelque chose de plus personnalisé, plus individuel, grâce au maillage territorial, elle pourra dire, ah bah, moi, je vous oriente vers mes partenaires du territoire qui vous permettront d'aller plus loin. Mais c'est vraiment donc une personne ressource qui a toute, enfin peut-être pas tout en tête, mais en tout cas qui a fait vraiment un gros travail de maillage, de diagnostic et qui du coup pourra orienter les parents. Et donc l'objectif de la maison, c'est aussi qu'il y ait une coordination du parcours parental pendant les 10 jours de leur enfant. Et donc du coup qui permettra d'orienter, donc c'est ce qui se passe à Arras, et les deux facilitatrices le font extrêmement bien, où elles travaillent avec la maternité, donc la maternité oriente les familles vers la maison. Elle commence à participer au groupe. S'il y a des parents qui ont des besoins plus spécifiques, plus individuels, elle réoriente elle met en place en plus des mises à disposition par des kinés, par des sages-femmes. Donc les ateliers sont gratuits en plus de ça pour les parents qu'elles mettent en place. Donc voilà, donc il y a toute une dynamique qui s'est faite sur le territoire qui est incroyable et qui travaille vraiment. Il n'y a aucune compétition. On nous pose très souvent la question de la différence avec les LAP, avec la PMI, tout ça. Et en fait, c'est un maillon. Il n'y a pas de, ça travaille en collaboration avec tous ces partenaires. Donc, c'est d'autant plus riche pour les parents. On a la question, allez-vous centraliser les demandes et mettre en relation des personnes d'une même région? Toutes les demandes, la question, c'est par rapport au projet sélectionné C'est pas précisé, je pense que c'est par rapport à toutes les demandes. Alors, donc, pour les projets qui sont sélectionnés, oui, il y a une mise en lien avec dans tous les cas, les porteurs de projets pilotes des maisons. Donc, si vous postulez et que vous êtes du Calvados ou quelque chose, voilà, eh ben, on vous mettra en contact avec les pilotes de la région. Après, pour toutes les demandes, pour être tout à fait transparente, on va voir parce qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de demandes. Et donc, je ne sais pas quelles seront la possibilité de pouvoir, mais si c'est une demande qui revient souvent, on pourrait essayer de faire un panel, en tout cas de le communiquer sur nos réseaux, mais c'est vrai que c'est une bonne question. Je peux la noter et puis on peut en parler avec l'équipe. Mais voilà, si c'est possible de préciser la question pour être sûr que j'ai bien compris. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais, on avait une question. Peut-on postuler si on a un cabinet en libéral? Tout dépend de un cabinet, du coup, sage-femme, infirmière C'était puère. précisé un cabinet de psychologue petite enfance, par exemple. Ah oui, je vois. Un cabinet. Ça dépend de votre projet. Ça dépend de votre projet parce que la maison a pour objectif d'être un lieu ressource. Donc, si le cabinet est grand, a une possibilité d'avoir un espace pour mettre en place ses groupes, pourquoi pas. Après, si c'est seulement une salle de consultation, c'est peut-être plus compliqué. Ça me paraît plus compliqué. Voilà. Mais après, toujours à voir avec le projet que vous proposez. On a par exemple on avait des personnes qui voulaient mettre en place une maison c'est un collectif de kinés et ostéo libéral. Et donc, par contre, ils ont un énorme espace. Voilà. Donc, ils sont financés par la CAF. Donc, c'est un super projet. Mais donc, du coup, ouais, c'est un grand espace ils ont un super maillage territorial aussi. Ils travaillent avec tous les acteurs du territoire. Donc, ça fonctionne bien. Et on a une dernière question. Enfin, je pense que ce sera la dernière vu l'heure. Quelle est la différence entre une maison et une PMI? Alors, on a souvent la question. Nathalie, allez, je vous laisse. En fait, c'est complémentaire. L'un ne remplacera pas l'autre. C'est juste un maillon de la chaîne. On installe des maisons des mi-jours dans des PMI. C'est une pièce qu'on installe qui a une vocation particulière qui est de tisser des liens entre les familles, entre les bébés et les familles, entre un facilitateur et un groupe. Et ce projet-là, ce process-là, il peut s'installer partout. Donc, il y a des PMI qui souhaitent être labellisées Maison des mi-jours parce qu'elles veulent rajouter ce service dans leur écosystème. Il y a des LAEP
qui demandent la même chose, il y a des maisons de la famille, il y a des Oui. crèches qui ouvrent leurs portes le samedi matin pour le faire, etc. Mais la différence, c'est pas connoté soin. On ne va pas peser les bébés, par exemple, et accompagner les parents sur ce volet-là, mais on est là pour tisser de la confiance et briser l'isolement parental. Ça, c'est notre premier constat à Arras, c'est clair. Les parents, même allophones, qui ne parlent pas du tout le français, des mamans qui sont en centre maternel, des papas qui viennent, plus le groupe des marteaux, c'est-à-dire avant la naissance du bébé, plus il est durable. Et les parents, ils viennent pour se retrouver entre eux. La grande différence, c'est que les parents sont les mêmes. Pendant la première année de vie de l'enfant, ce sont les mêmes parents qui tissent des liens de solidarité entre eux. Ils viennent pas passer parce qu'ils ont un besoin ponctuel. Ils viennent parce qu'ils ont besoin de cette parenthèse dans leur vie de parents pour devenir parents. Et c'est pour ça que Mélanie le disait très bien tout à l'heure, bien sûr, il y a 100 thématiques différentes à aborder avec eux, mais on part de l'observation des bébés, on part de leurs besoins de parents, et à partir de là, on tisse et on va apporter, mine de rien, des informations qu'on partage, qu'on confronte, et on est dans ce dialogue, dans ce récit. Les parents se sentent bien parce qu'ils ne se sentent pas jugés. Et le groupe est le même. C'est un groupe porteur extrêmement important. Et au bout de la 3e, 4e séance, les parents, ils disent ici, enfin les parents très isolés, qui ne sont pas du pays, ils disent ici, c'est ma famille. C'est ce qu'ils disent à Arras. La maison des Méjours, c'est mon village. Et c'est ce qu'il y a de plus précieux, en fait. C'est ce lien aussi entre les parents. Voilà. Donc, ça fait une grande différence, en effet, avec la PMI, mais ça reste très complémentaire. Et c'est un pan qu'on peut ajouter dans une PMI ou ailleurs. C'est un dispositif en soi qui est complémentaire de tous les autres, qui ne remplacera jamais les autres. Ça, c'est très important de l'entendre et de se le partager. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que ce qu'on souligne aussi, parce que Nathalie, tu disais que vous étiez souvent aussi en discussion avec des pouvoirs publics comme la CAF aussi. Et en fait, ce qui ressort aussi beaucoup de la maison, c'est que c'est un lieu neutre. Et ça, c'est aussi la force de la maison. Parce que Françoise nous raconte souvent cette histoire aussi d'une jeune maman qui est psychologue justement pour enfants. Donc, elle en avait plein de connaissances elle a plein de connaissances dans la tête. Et en fait, quand elle s'est retrouvée maman, elle est arrivée dans le groupe et elle a dit, je ne sais rien, j'ai besoin d'être entourée. Et en fait, elle s'est sentie OK pour pouvoir participer à ces groupes-là. Et puis en fait, les autres mamans, voilà, elle lui donnait des conseils, elle lui donnait, voilà, elle était activement à l'écoute de cette maman. Et donc c'est une petite anecdote que Françoise, je trouve, nous raconte et qui reflète vraiment, en fait, on part du besoin et qu'en fait, l'idée, c'est de reconstruire ce village, vraiment, autour des parents. C'est plus qu'une anecdote, c'est un état d'esprit. Oui. Alors, il y a un mot que tu as employé que tu n'emploies jamais, donc je me permets d'en parler. On ne donne pas de conseils. Les conseils voudraient dire qu'on sait et qu'on retire du pouvoir d'agir à ceux qui doivent intervenir auprès de leurs enfants et qui interviennent, qui sont les parents. Et justement, on partage de l'information, mine de rien, qui n'est jamais un conseil. Jamais. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est typique de la maison des 1000 premiers jours. C'est mais qui je suis pour donner un conseil à une maman dont je ne connais pas l'histoire, la culture, le bébé, la famille. Donc, on partage des informations et chacun en fait quelque chose de là où il est, là où il se place, dans son histoire, sa culture, son pays. Et je pense que ça participe vraiment de l'état d'esprit que décrit Mélanie de la maison des 1000 premiers jours. Je ne dis pas que ça ne se fait pas ailleurs, hein. Je ne dis pas ça, je ne suis pas du tout dans... c'est loin de moi l'idée d'aller critiquer d'autres dispositifs, mais c'est complémentaire. Voilà, en tout cas, les familles s'y sentent bien. Et elles aussi, elles apportent quelque chose, même si c'est anecdotique.
elles participent. On ne donne pas tout à la maison des 1000 jours. C'est important pour trouver sa place de donner aussi. On a la question, quelle est la différence avec un RPE et avec un LAB? Et bien voilà, c'est ça. C'est un même groupe de mêmes parents qui vont constituer ensemble une communauté, un village, avec des bébés. Les bébés sont toujours présents. Et c'est fou parce qu'à Arras, il y a 5 groupes. On s'est dit, allez, on lance le truc, ça ne va pas être évident. Parfois, les bébés ne seront pas là. Les parents voient l'utilité que les bébés soient avec eux parce que c'est leur bulle dans la semaine ou 2 fois par mois. C'est le seul moment où ils s'autorisent ce temps à dialoguer avec leur bébé, avec les bébés des autres, à comprendre le développement des enfants et sans cours, sans jugement et sans injonction. On n'est pas chez le pédiatre, on n'est pas là pour répondre à quelque chose de précis. On est là pour être avec les bébés, avec un facilitateur qui donne des pistes, qui élabore, qui fournit de l'information. Mais c'est justement cet état d'esprit-là qui fait la grande valeur des maisons des 1000 jours. Et à la HEP, c'est des parents qui passent dans la journée, qui viennent quand ils ont une question, un besoin, mais le tissage des liens de solidarité avec une communauté se fait autrement. Mais ça répond à des besoins différents. Hein. Et nous, on s'est dit, tous les parents ne vont pas être intéressés. Et en réalité, vous verrez, si vous montez votre maison, que la mixité, c'est un grand facteur de réussite. Et des parents qui ont plusieurs facteurs de risque et des parents qui apparemment n'en auraient pas, eh bien, tous ont des besoins. Et c'est ça qu'on se partage dans une maison des 1000 jours. C'est tous les parents ont des besoins. Et finalement, dès la maternité, quand ils composent 10 par 10 des groupes à la maison d'Arras, eh bien, il y a des groupes d'une grande mixité et c'est formidable de voir ça. Parce qu'il y a de l'entraide tout de suite qui se met en place et qui met en place des facteurs de protection face aux facteurs de risque. Donc, voilà la grande différence avec la HEP, REAP, maison des parents. Un RPE, c'est un relais petite enfance. Dans un RPE, on peut trouver un RAM, un relais d'assistante maternelle, mais ce n'est pas pour autant un lieu qui va accompagner la parentalité. Voilà. Ce maillon-là, il est très spécifique. Et justement, c'est important de voir la mesure d'impact de tout ça, comment ça résonne dans le développement de l'enfant et le parcours de l'enfant, dans le devenir parent et l'outillage du professionnel. Oui, merci Nathalie. Et c'est vrai que d'où aussi l'importance du maillage, parce que par exemple, vous voyez, à Arras, il n'y a qu'un LAB. Et ils ont du mal, parce que Françoise communique très souvent, enfin, ils sont partenaires, et ils ont du mal à faire venir les parents. Alors qu'on a une autre maison à Vannes où il y a énormément de LAP et où la culture est très présente du LAP. Donc en fait, quand ils ont mis leur maison, donc, je pense, pour Arras, ça a été assez simple parce que du coup, on n'a pas du tout associé la maison du jour au LAP parce qu'il y en avait très peu. Alors que pour Vannes, ça a été plus compliqué pour eux. Enfin, c'est toujours compliqué pour eux parce que la culture du LAP est très importante dans la région. Donc, d'où l'importance de faire le diagnostic pour comprendre la demande des parents, de dire, les labs fonctionnent bien à Vannes. Quelle est la demande en plus des parents pour que moi, ma maison mi-jour, soit un maillon en plus sur la chaîne, dans la chaîne de prévention précoce et du coup permettre de mieux accompagner les parents. Et donc ça, c'est l'importance du diagnostic, comme vous l'avez compris. Et je voudrais juste insister aussi sur le fait que nous, l'association, donc on essaye vraiment de... Donc derrière, on a une équipe, on met aussi en place un comité d'experts qui nous permet d'ajuster aussi nos pratiques, notre accompagnement, les indicateurs, on a des ambassadeurs aussi qui nous permettent vraiment de pouvoir communiquer sur les maisons mi-jour. Et on met en place un collectif national aussi avec des associations comme la Croix-Rouge, la FNAP, voilà. Donc ça, c'est vraiment en cours de construction. Et donc, en fait, l'objectif étant vraiment de pouvoir développer ce mouvement, comme le dit bien Nathalie, des maisons mi-jour. Donc, voilà,
pour vous faire comprendre que c'est pas juste l'association. En fait, c'est aussi derrière tout un collectif, tout un comité qui est là et qui nous soutient. Donc, avec des personnes voilà, qui nous permettent un peu de structurer les choses. Je sais pas si... Ouais. Je pense qu'on a répondu à tout. Il restait quelques questions, mais auxquelles Nathalie a répondu directement dans le chat. Merci beaucoup. Donc, je pense qu'on a répondu à toutes les questions. Super. Ouais, je vois on a dépassé 10 minutes. Si vous avez des dernières questions, n'hésitez pas. On peut rester 5 minutes de plus. Je n'ai pas compris. La formation est à 1200 et l'accompagnement, ouais, exactement. Donc, la formation, donc ça, c'est l'organisme de formation. Donc, bon, c'est un lien avec nous, mais voilà, c'est pas directement lié à Ensemble pour la petite enfance. Donc, c'est 1200 et l'accompagnement sera étudié. Donc, c'est entre 1000 euros et 5000. Donc, ça, quand vous allez nous soumettre la candidature et qu'on va sélectionner les projets, on pourra vous dire. Qu'est-ce qui fait la différence, Mélanie, entre 1000 et 5000 pour l'accompagnement? Et en quoi consiste l'accompagnement? Tu peux redire rapidement? Ah oui, peut-être que vous êtes arrivé en retard. Peut-être que tu peux remettre, parce qu'effectivement, il y a une question, quelle est la différence entre formation et accompagnement? Peut-être qu'on pourrait remettre la slide du diaporama qui montre les 4 étapes de l'accompagnement, parce qu'en fait, Ouais. la formation est seulement une des 4 étapes de l'accompagnement. Ouais. Hop, alors attendez, je repartage la slide. Non. Et je vois qu'il y a pas mal de questions. En attendant, je me permets, Mélanie, sur le replay. Le replay sera disponible sur nos réseaux sociaux dès demain, donc vous pourrez y accéder directement. Et si vous avez des difficultés d'accès au replay sur les réseaux sociaux, vous pouvez nous écrire à l'adresse maison1000premiersjours@etuensemble.org. Je vous la remets dans le chat. Et on va relever les adresses mail aussi. Hop, est-ce que là vous voyez? Donc du coup, Pas encore, pas encore, Mélanie, mais mon ordinateur est un peu capricieux. Et là, ça fonctionne? Non, pas encore. Ça vient. ça charge. Ah, Mélanie, Mélie vous a mis l'adresse mail de contact spécifique pour les maisons des mi-jours. ouais, super. Voilà. C'est bon, on voit ton PPT, Mélanie, tu peux y aller. D'accord. Ok, super. Donc là, c'était la slide qu'on vous a présentée tout à l'heure. Donc l'accompagnement est en 4 étapes. Donc la première, le diagnostic, sur lequel j'ai beaucoup insisté, j'espère que vous avez bien compris. Et la deuxième étape, c'est le cadrage de projet où dedans, il y a la formation du facilitateur. Donc en fait, la formation facilitateur vient après le diagnostic et donc forcément avant la troisième étape qui est notamment l'ouverture des groupes de pairs. Et donc nous, dans le planning prévisionnel qu'on vous a montré, la formation sera au dernier trimestre 2023 pour cette promotion-là. Voilà. Donc du coup, la différence, c'est que l'accompagnement, vous voyez, il est en 4 étapes, alors que la formation, c'est vraiment une sous-étape de l'étape 2 du cadrage de projet. Voilà. Donc j'espère que c'est un petit peu plus clair. C'est parti. Et puis, bah, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, pouvez-vous remettre l'URL du formulaire? Ah, super, Mélie, tu l'as mis. Super. Bah, écoutez, merci beaucoup à toutes et à tous pour votre présence. J'espère que ça a été que ça a été clair et que ça vous a pu amener ça a pu vous faire mieux comprendre justement l'accompagnement. Et en tout cas, n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez nous envoyer un mail. On reste à votre disposition. Et puis, on a hâte de recevoir vos candidatures et de peut-être travailler avec vous. Voilà. Et en tout cas, vous dire que en fait, le coût qui reste à charge, il est déduit du coût réel, en fait. Tu l'as expliqué, ça, Mélanie, que comme on reçoit des fonds pour vous accompagner, l'accompagnement devrait être plus important, mais il est moins important parce que on vous apporte du mécénat de compétences. Bah, merci beaucoup à tout le monde. Merci Mélanie, merci Mélie. Merci Nathalie. Merci à tous, au plaisir de lire vos candidatures.
On s'était pas quitté pendant 5 minutes. Mélanie, on peut rester ensemble? Ouais. Ok, Ouais. génial. Bon appétit. Bonne journée à toutes. Au revoir, merci. Merci, au revoir, à bientôt.